naturellement, le fait qu'on lui ait pris sa carriole avec les marchandises qu'il avait faisait qu'il s'est senti dans la capacité de nourrir cette famille. En fait, le problème est démographique. Les pays du Sud ont une démographie galopante qu'ils ne maîtrisent pas. Alors on est toujours en train de dire que ça va changer, mais ça changera très lentement. Et je ne vois aucune raison pour laquelle l'Europe et l'Amérique du Nord devraient accueillir des gens qui ne résolvent pas eux-mêmes leurs problèmes. Le problème est démographique à la base. Si ces pays étaient moins peuplés, ils n'auraient pas de problème économique, il y aurait beaucoup moins de misère. J'ajoute que l'immigration vers l'Europe a commencé bien avant qu'il y ait ces événements en Tunisie, en Libye et ailleurs. C'est un phénomène qui existe depuis en gros 50 ans au moins. Il n'est pas attaché aux événements récents. Et il se poursuivra quelle que soit l'évolution de ces pays, parce que ce sont des immigrations de la misère. Les gens fuient la misère, ils espèrent vivre dans un monde meilleur, c'est-à-dire en Europe, et on comprend bien leur point de vue, je comprends leur point de vue, mais leur intérêt n'est pas le nôtre. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur P. Henry, avant de répondre à Marc, ne soyez pas surpris, puisque je crois que même tout à l'heure, on va recevoir des appels comme quoi les gens ils vont dire que ce sont des révolutions islamiques. Une partie, ils ont raison. Pourquoi? Puisque pour la plupart des slogans qu'on entend dans tout ce pays-là, c'est Allah Akbar. C'est le genre de la radio, de toute façon. Donc je ne suis pas surpris et je sais où je mets les pieds. Je voudrais simplement rappeler à ce monsieur, avec beaucoup de respect, que bien évidemment, et c'est le propre de la diplomatie, on discute d'abord avec les États tels qu'ils sont. Cela étant, ça n'empêche pas la diplomatie d'être plurielle et d'avoir un certain nombre de capteurs, de savoir ce qui se passe en profondeur dans une société. Et ce qui est remarquable, si j'ose dire, c'est que notre connivence avec les dictatures que représentait la Tunisie de M. Ben Ali, l'Égypte de M. Moubarak ou la Libye de M. Kadhafi, eh bien, nous a amené à être tout simplement sourds et aveugles à ce qui se passait dans les profondeurs de la société. Je voudrais vous rappeler que tout de même, rien ne nous obligeait à déployer le tapis rouge à M. Kadhafi il y a quelque temps à l'Élysée, que pas plus, rien ne nous obligeait à inviter M. Hafez al-Assad, Bachar el-Assad, lors du défilé du... l'office de Hafez al-Assad, lors du défilé du 14 juillet. Ensuite, ramener ce mouvement à la révolution de la misère. Oui, il y a une question sociale qui est posée au travers de ces révolutions. Et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs ce mouvement. C'est celui de l'accaparement des richesses par un clan, par un tout petit clan, que ce soit évidemment en Tunisie ou en Égypte. Ça s'appelle, monsieur, la question sociale. Et cette question sociale, il est normal qu'elle soit présente de l'autre côté. Quant à l'éternel rengaine sur la question démographique qui serait galopante de l'autre côté de la rive sud de la Méditerranée, je vous renvoie
un certain nombre d'ouvrages de démographes tout à fait raisonnables. Je vous invite à relire un certain nombre de thèses, notamment autour de M. Todd, et je pense que nous pourrons alors aborder de concert cette question. Vous êtes très gentil. Oui, moi, je me renvoie au monde diplomatique de ce mois de juin. Oui. Vous avez une bonne lecture, cher monsieur. Et s'agissant des réceptions, de la réception que nous avons faite de dirigeants de ces États, ça fait partie des coutumes, de la coutume diplomatique. Oui, normale, cette coutume que Mme Ramayad, par exemple. En retranché, il n'y a pas de remords ou de repentir à voir. Eh bien, je pense que nous en place. Je pense que la France ne s'est pas grandie. De partout. Je pense. Et ce qui se passe chez eux nous intéresse, mais que vaguement. Bien, vaguement. Eh bien, je pense que nous vivons, moi, au contraire de vous, dans un monde qui est dépendant, très étroitement interdépendant, et que ce qui se passe de l'autre côté de la rive sud de la Méditerranée, évidemment nous intéresse, et que nous avons un monde en partage, et que si nous ne partageons pas ce monde, nous irons à la confrontation, et ce scénario de confrontation, évidemment, je n'en veux pas. Et je voudrais simplement vous inviter à réfléchir sur cette donnée. Vous savez que l'Europe vieillit et que dans 30 ans, le nombre de personnes de plus de 65 ans aura doublé pour atteindre à peu près 35% de la population européenne et française. Et que nous aurons donc besoin d'un certain nombre de travailleurs pour maintenir tout simplement un certain niveau de service, de croissance, occuper un certain nombre d'emplois. On parle à 30 ans, je dis bien à 30 ans, d'un besoin dans toute l'Europe d'à peu près 50 millions de travailleurs. Et vous savez quoi ? Bien sûr, la rive sud de la Méditerranée, sur la rive sud et est de la Méditerranée, il y aura à peu près 175 millions de personnes de moins de 30 ans. Alors on voit bien ce qui se dessine devant nous. Nous avons à la fois besoin de régulation, c'est-à-dire d'ouverture maîtrisée, et nous avons besoin de développement sur l'autre rive de la Méditerranée. C'est cela notre avenir en commun. On ne peut pas imaginer fermer le monde, l'Europe. On ne peut pas imaginer fermer la France et l'Europe au reste du monde. Ce serait tout simplement et tout bonnement suicidaire. Oui, Marc, je crois que vous êtes satisfait. Oui, je suis satisfait, mais disons que nos positions sont tout à fait différentes et contraires. Je l'avais compris, monsieur. Ok, bonsoir. Au revoir. Merci, Marc. On va recevoir Bernard. Bernard, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Abbassi. Bonsoir. Nous sommes avec monsieur j'entends Pierre-Henri. bien l'auditeur qui est en train de parler dans le potard en ce moment à la radio, le représentant de France Terre d'Asile, qui vient nous expliquer que dans 30 ans, il nous ressort les vieilles badernes et des bobos de gauche, à savoir que dans 30 ans, nous aurons besoin d'immigration intensive, comme on en a besoin aujourd'hui. C'est la vérité. Attendez, laissez-moi finir, j'ai pas fini. Là, je viens de commencer mon intervention, donc je voudrais quand même aller jusqu'au bout. Il y a un institut statistique de la NPE qui s'appelle la DARES et qui vise à pointer justement le parcours de chômage des immigrés récemment naturalisés ou non. Et et on s'aperçoit que les immigrés fraîchement naturalisés qui pointent au chômage à NPE, donc qui sont eux des immigrés réguliers, ont un taux de chômage qui est 3 fois celui de la moyenne nationale. Comment, dans ces cas-là, monsieur, pouvez-vous dire qu'on aura besoin
d'immigrés dans les 30 ans à venir pour remplacer. Je vous admire, vraiment, vraiment, je vous admire de faire des raccourcis de ce genre. Et si moi je suis un bobo de gauche, vous êtes manifestement quelqu'un de la droite décomplexée. Vous savez, celle qui, depuis un certain temps, assène avec une certaine violence un certain nombre de propos xénophobes nourris autour d'études dont on ne sait d'où elles sortent, mais peu importe. Moi, je vous parle de prospective et vous me parlez d'une situation conjoncturelle en la déformant. Il se trouve que l'étude de la DARES dont vous faites, à laquelle vous faites allusion, dit aussi un certain nombre d'autres choses et s'interroge sur les raisons pour lesquelles, éventuellement, un certain nombre de primo arrivant en situation régulière peuvent se retrouver un peu plus au chômage que les nationaux. Figurez-vous qu'il y a dans ce pays, cher monsieur, ce que l'on appelle un plafond de verre et qui s'appelle, dans d'autres termes, les politiques de discrimination à l'égard de toute une partie de la population. Et oui, que voulez-vous? Si vous vous appelez Mohamed, Ali, si vous avez la peau un peu sombre, eh bien, il est plus difficile aujourd'hui de trouver un emploi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est aussi un certain nombre de grands chefs d'entreprise qui ne sont pas tous, comme vous le savez, des bobos de gauche ou d'affreux gauchistes. Donc, et puis je voudrais vous rappeler également autre chose. Vous savez combien il y a d'emplois disponibles aujourd'hui en France? Il y en a aux environs de 24 millions. Sachez qu'en ce qui concerne les personnes étrangères à l'Union européenne, il y a toute une série de postes de travail qui leur est tout simplement interdit parce qu'il y a un certain nombre de discriminations légales. On ne travaille pas ainsi si on n'a pas la nationalité française ou européenne dans toute la fonction publique. On n'a pas accès à toute une série de professions. Et donc, en réalité, ces statistiques sont totalement déformées. Il est vrai qu'il y a un taux de chômage plus élevé parce qu'il est difficile, quand vous arrivez sur le territoire français, que vous ne bénéficiez pas de tout un réseau de connaissances, de pouvoir, tout simplement de vous mettre en connexion, de réseau, eh bien, il est plus difficile, évidemment, de trouver du travail. Mais ça, c'est une notion conjoncturelle. Moi, je vous parlais tout simplement de prospective à 30 ans. Merci, Monsieur Pierre-Henry, directeur général de France Terre d'Asie. Suite à votre témoignage, alors, moi, je peux vous dire, admirer et remercier Nicolas Sarkozy, quand il met à la justice Rachida Dati. c'est comme Mohamed, hein? Dites-moi, Rachida Dati. C'était quand, ça? C'était quand? En France? Oui, c'était il y a un certain temps, non? C'était oui. Au XXIe siècle. Oui. Il met Ramayat, il met d'autres immigrés. Ça, c'était vraiment pour casser cette discrimination que vous voulez de dire. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet? Eh bien, écoutez, moi, je pense que la société française a reculé parce que tout simplement, on a libéré aussi les digues de la xénophobie, du racisme, il faut l'appeler comme cela, et que il y a peut-être eu une période effectivement d'ouverture, mais derrière cette période d'ouverture, il y a eu, ou en même temps, il y a eu toute une série de stigmatisations de toute une population au travers d'un certain nombre de débats aussi inutiles les uns que les autres. Je pense au débat sur l'identité nationale, et quand ce n'était pas l'identité nationale, c'était la burqa, et quand ce n'est pas la burqa, ce sont les minarets, quand ce ne sont pas les minarets, ce sont les prières dans la rue. Écoutez, ça suffit, ça ne concerne qu'une certaine... en réalité, ça ne reflète que la course à un certain électorat qui se retrouve volontiers dans les thèses du Front National. Voilà. Et je pense que cette équation est une équation perdante pour la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire, vous aussi, vous pensez que Marine Le Pen, il va arriver à deuxième tour?
Non, je ne pense... Non, d'abord... Dumas, il a dit ça, Roland Dumas. Oui, mais je ne le pense pas, Et en ce qui me concerne, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne se produise pas, évidemment. Mais, vous savez, on préfère toujours l'original à la copie, et à partir du moment où on épouse un certain nombre de thèses et où on les du Front National et où on les met sur la table, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite un certain nombre de gens s'estiment tout à fait fondés et légitimes à défendre ces thèses en votant pour l'original. Mais de toute façon, Monsieur Pierre-Henry, directeur général de France Terre d'Asile, ici, moi, je ne vais pas défendre Sarkozy, il n'a pas besoin de David Abbassi pour le défendre, mais imaginez-vous... Mais moi, je ne suis pas là pour... je ne suis pas en campagne. Je dis tout simplement que je remarque les effets tout de même dramatiques dans les profondeurs de la société d'un discours et d'une pratique qui me paraissent ne pas honorer notre pays depuis quelques années. Voilà. Mais de toute façon, de l'autre côté de Rachida Dati et Ramaya, des ministres provenant de l'immigration, le plaçant à la justice à droite, à gauche. Oui. Autre chose qu'il ne faut pas oublier aussi, Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Les socialistes, le plus grand socialiste de ce pays-là, il les a embauchés, ils ont travaillé pour lui. Ah bon? Les plus grands? Michel Rocard, c'est un grand. Oui. Jacques Lang, c'est un grand. Michel Charras, c'est un grand. Et beaucoup d'autres, je ne veux pas nommer. Vous faites une grande confusion qu'il y ait des républicains parmi d'anciens ministres et voire d'anciens premiers ministres et qui acceptent des missions d'intérêt général pour la nation, oui, et ça me paraît très sain. Pour autant, à ce que je sache, ni Michel Rocard ni Jacques Lang n'ont rejoint Nicolas Sarkozy et ne font campagne pour sa réélection, il me semble. Jacques Attali et beaucoup d'autres. On va voir ça l'année prochaine, M. Pierre-Henry. Ouais. Et de toute façon, M. Pierre-Henry, il ne faut pas oublier que c'est vrai, lui, le petit Nicolas, il a fait une grande révolution, on peut dire. Bernard, vous restez avec nous, mais si vous permettez, M. Pierre-Henry, on va prendre Régis. Régis, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bernard, si tu n'en as pas fini, tu peux rester. Oui, Régis. Alors, je pense que de toute façon, je ne vais pas faire le poids face à M. Pierre-Henry, qui manie la rhétorique avec art, et donc voilà, il va faire qu'une bouchée de moi. Mais je trouve que la manière dont il présente les choses et la manière dont il a minoré l'intervention de l'auditeur précédent, là, sur les chiffres du chômage des immigrés qui est supérieur, bon, on peut toujours minorer, de dire que c'est... Quelle est votre question, Régis? Je vais poser la question. Voilà, merci. De toute façon, j'ai juste droit à une petite question. Non, 2, 3, 4 questions, mais posez vos questions. Vous voyez, déjà, vous m'interrompez. Moi, je vais juste avoir droit à une petite question, et puis M. Pierre-Henry va faire un flot... figurez-vous que c'est moi l'invité. Faites-vous inviter par David Abbassi. Je vais poser ma question. Voilà. Oui. Je vais poser simplement ma question. Il y a une chose que vous oubliez, M. Pierre-Henry, c'est l'avis de nous autres, simples petits Français qui vivons ici, qui vivons dans notre petite ville, dans les banlieues et tout ça. L'immigration, il y en a eu avant les vagues de Lampedusa. Avant la vague de Lampedusa, bon, ça fait 50 ans qu'on a de l'immigration, surtout une immigration fortement en provenance du Maghreb ou de l'Afrique. Bon, il y a quand même une composante que vous oubliez, c'est nous, simples petits Pékins, on n'a pas notre mot à dire par rapport à ça. On nous déverse des populations, qui fait qu'il y a des mœurs qui changent, il y a des manières de vivre ensemble qui changent. On est obligé de s'adapter. Et vous êtes dans le discours du toujours plus et du toujours plus. Et il y a une chose que vous ne pouvez pas éviter, Monsieur Pierre-Henry. Populisme ou pas populisme, Front National ou pas Front National, c'est le simple petit Pékin moyen. Lui, il n'en veut plus de cette immigration-là. Il n'en veut plus. Voilà. De toute façon, est-ce que nous pouvons rien faire contre ça, monsieur? Oui, mais est-ce que nous pouvons essayer de réfléchir ensemble? Est-ce que vous pensez, parce que la France souffre, parce que éventuellement vous êtes en difficulté,
Est-ce que vous pensez que ces difficultés vont se résoudre parce que, le cas échéant, on aura fait partir ne me faites pas le couplet du Mohamed comme... Eh bien, je vous le fais parce que il y a une question sociale extraordinaire dans ce pays. Il y a évidemment un problème d'emploi, c'est-à-dire un problème de chômage qui touche principalement les couches populaires. Il se trouve qu'il y a également un problème de logement. Et vous pensez, vous êtes de ceux qui sont en train de dire « mais ça irait beaucoup mieux demain si jamais je faisais partir mon voisin ». Peu importe qu'il s'appelle Mohamed ou Leïla, je me porterai mieux. Eh bien, c'est une idée qui est totalement saugrenue, monsieur. Attaquons-nous au vrai problème. Essayons de comprendre pourquoi la situation est celle que nous vivons aujourd'hui. Portons l'effort de réflexion là où il doit être, c'est-à-dire quand même sur ceux qui sont responsables de cette crise économique majeure qui aujourd'hui bouscule le monde entier et qui sont notamment les désordres du système capitaliste et du système financier international qui a provoqué cette crise. La crise, ce n'est pas l'immigration qui en est responsable, ce sont un certain nombre de banquiers et de financiers totalement irresponsables qui ont mis la plupart des pays européens dans cette situation. Ne vous trompez pas de cible. Alors, ensuite, qu'il y ait des problèmes dans un certain nombre de cités, de villes, oui, bien sûr, il y a des problèmes. Pourquoi y a-t-il des problèmes? Parce qu'un certain nombre de villes, notamment, ne respectent pas la loi. Et je vais vous donner un exemple. Sur chaque année, en France, 50% des personnes primo-arrivantes issues de l'immigration arrivent en Île-de-France. Et parce qu'il y a une grande attractivité de la région Île-de-France. Et où vont-ils, ces personnes? Eh bien, elles vont dans un certain nombre de villes, et dans un certain nombre de villes, dans les quartiers les plus défavorisés. Et pourquoi vont-ils là? Eh bien, parce que sur les 183 communes que compte la région Île-de-France, 80, un peu plus de 80, ne respectent même pas la loi SRU et les 20% de logements sociaux. C'est comme cela que l'on concentre un certain nombre de populations dans des lieux de précarité et que la précarité engendre évidemment la déshérence, la difficulté de vivre ensemble. Et c'est donc autour de cela qu'il faut travailler. D'abord, faire respecter la loi. Ça serait un petit peu plus simple si des communes comme Courbevoie, comme Maisons-Laffitte, comme Neuilly, évidemment, prenaient aussi sa part dans l'accueil des populations. Et s'il y avait un peu plus de mixité, je pense que tout le monde se porterait un peu mieux. Mais au fond, la vraie question reste toujours la même. C'est celle de quelle politique sociale, quelle politique économique pour la France dans l'Europe demain. Et ça, c'est un débat sérieux. Ce n'est pas autour des questions d'immigration que nous allons le résoudre. Allô? Oui, Marc. Oui, allô? Non, c'est toujours Régis. Ah, Régis, d'accord. Donc voilà, M. Pierre-Henri a parlé un flot ininterrompu et j'ai même pas pu répondre. Donc, tu n'es pas là pour répondre, tu es là pour poser des questions. Ah oui, donc j'ai pas le droit de répondre. Voilà, oui. C'est très unilatéral. Ouais. Mais je vais quand même simplement mettre le doigt sur quelque chose. Vous voyez, Monsieur Pierre-Henri, vous avez tourné mon intervention dans le sens finalement du vieux couplet qu'on nous resserre à chaque fois, c'est-à-dire que c'est le bouc émissaire, c'est comme au temps de l'Allemagne, hein, c'est le sale juif qui vient prendre notre boulot. Ouais, en fait, vous m'avez un peu rabaissé à ça. Ensuite, vous avez toute une rhétorique pour dire que finalement, s'il y a autant de problèmes ici, par exemple en France, à Paris, en Île-de-France, c'est parce que les 20% de logements sociaux sont pas respectés. Mais les 20% de logements sociaux, ils sont pour qui? Ils sont justement pour les gens que vous défendez, que vous voulez faire venir ici. Ils sont pas pour nous. Moi, je peux pas accéder à ces logements sociaux. On me dit, ah, vous dépassez un plafond, ah, vous avez pas assez de gamins, ou je ne peux pas accéder à ces logements sociaux. Non, il n'y a pas suffisamment de logements sociaux aujourd'hui. 15 ans, des gens
15 ans, des Oui. Français, hein, Oui, vous avez raison. quelle que soit leur confession ou Oui. leur origine ethnique. Mmh. Il y a des gens depuis 15 ans qui attendent un logement C'est vrai. social, qui ne l'ont toujours pas. C'est vrai. Et puis il y en a qui arrivent, les primo-arrivants, comme vous dites, qui sont logés aussitôt. Alors comment voulez-vous que ça se passe bien dans ce pays, monsieur ? allons, mais qu'il y ait des Vous politiques. êtes pour la préférence étrangère, en fait. Vous n'êtes pas pour la Ah, préférence et vous êtes pour la identitaire. préférence nationale. Monsieur Pierre-Henri, Oui, est-ce que je peux intervenir quand même? bien sûr. Oui, parce je que vous en prie, vous c'est m'avez pas moi qui coupé fais tout à Mais ça. vous devez Oh. écouter. Comme nous savons toutes et tous, actuellement il y a certaines idées, comme j'ai dit tout à l'heure, qui dit même Marine Le Pen va arriver au deuxième tour. Mais imaginez-vous ce soir, j'ai un invité, c'est un ami, du respect. Vous posez vos questions. Ne soyez pas un peu comme ça, comme que tout le monde pense comme vous. Vous pouvez garder vos raisonnements, vos pensées, mais posez des questions et restez sage, s'il Ah vous oui, mais plaît. je reste sage, mais entre Monsieur Pierre-Henri qui me colle une étiquette de droite, alors Bah, est-ce que, mais Bernard, c'est Bernard, non? J'étais. Oui. Toi-même, déjà, tu avais dit que tu étais de droite. Oui, non, mais Et toi-même, par exemple, si tu vas voter Marine Le Pen, c'est pas le but de le dire. Avec tes arguments, on peut savoir de quel côté tu es. C'est pas grave. Tu as tout à fait le droit de rester à tes principes, pas de Non, problème. mais ce que je dénie à Monsieur Pierre-Henri, c'est ne me connaissant pas, de me coller une étiquette de droite. Il sait pas. Mais je vous sait très entends, bien le monsieur. voir, donc il ne sait pas pour qui je vote. Je vous entends, monsieur. Donc je voudrais donner une autre information à Monsieur Pierre-Henri, Oui. puisqu'il y a des Tunisiens qui débarquent à Paris, justement, et aux frais des contribuables parisiens, Oui. et notamment, on a le Conseil de Paris qui a signé un engagement avec une association qui s'appelle l'association France Terre d'Asile, pour un accompagnement pour 130 places d'accueil en hôtel, avec un accompagnement individuel, sanitaire, social et juridique pour ces Tunisiens. Le coût pour les contribuables parisiens, 92 000 € sur un an. Il y a une autre association, l'association Aurore, qui a été aussi financée par la mairie de Paris. Le coût du budget prévisionnel pour les contribuables, 90 000 € sur un mois. On découvre avec stupéfaction qu'il est prévu, entre autres, des dépenses de 16 500 € pour l'alimentation, 1 500 € pour le carburant, de fourniture divers, de 5 000 €, service de nettoyage, etc. Ce qui fait 500 000 € sur un an. Alors, moi je pose la question, c'est que quand on se permet de dépenser 500 000 € pour 9 000 Tunisiens irréguliers venant à Paris, on n'a par contre pas de quoi sortir 500 000 € pour héberger les 10 000 SDF français qui dorment et meurent sur les trottoirs de la capitale. Et que plusieurs centaines de familles françaises sont en attente de logements sociaux et peinent à subvenir aux besoins de leurs Écoutez, enfants. ce discours... Monsieur Pierre-Henri, Oui. vous vous foutez vraiment pas de la gueule du monde. Oui. Ce discours d'opposition entre les pauvres est tout simplement insupportable. Et cette distinction entre les Français de la rue et les autres, les étrangers de la rue, relève d'une logique qui est effectivement celle de l'exclusion propre au Front National. Mais je vais vous répondre. Si cette situation est dans cet état-là, aujourd'hui, si un certain nombre de personnes perdent leur logement, qu'elles soient de nationalité d'ailleurs française ou étrangère, c'est le fruit de certaines politiques économiques, c'est en raison d'un certain nombre de logements sociaux qui, malgré les engagements de politique publique, ne sont pas construits, et on arrive à cette situation-là. Alors, ensuite, vous parlez d'une subvention qui a été votée au Conseil de Paris pour venir en aide à quelques centaines, et pas des milliers, de Tunisiens qui sont dans la capitale et qui sont dans les squares de la capitale. Eh bien, si le Conseil de Paris a été amené à prendre cette décision, c'est en raison de la désaffection de l'État, qui, normalement, aurait dû régler ce problème de façon digne. C'est la responsabilité et la compétence de l'État. Mais voilà, il ne l'a pas fait. Il a annoncé à la population qu'il allait régler le problème par la seule intervention policière. Et ça fait 3 mois que ça dure. Et ça fait 3 mois que la police intervient
arrête un certain nombre de Tunisiens, les met en garde à vue, et puis, dans certains cas, les reconduit par avion privé du côté de la frontière italienne vers Vintimille, ou les remet en liberté parce que tout simplement ils sont détenteurs d'un titre de italien, carte de séjour italien. Et donc je dis évidemment que ce n'est que cette gesticulation et cette intervention policière coûte très cher aux contribuables et que d'autre part la politique d'abandon du gouvernement à l'égard de cette population coûte également très cher. C'est-à-dire que lorsque l'on laisse des gens dans des conditions infrahumaines, errer dans les villes de Paris ou dans les squares, sans pouvoir se loger, sans pouvoir se laver, sans pouvoir dormir, en étant en totale insécurité pour eux-mêmes, eh bien on crée de l'insécurité pour tous. Et donc, la décision du Conseil de Paris est d'abord une décision de sécurité et de dignité, de sécurité pour l'ensemble de la population et de dignité parce qu'il faut aussi réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez, se dire qu'en traitant dignement cette population, il y a aussi un peu de l'image de la France que l'on joue. On n'a jamais dit qu'on allait recevoir de façon permanente ces personnes. On dit qu'il faut les accueillir dignement puisqu'ils sont là. Les accueillir temporairement, dignement, puisqu'ils sont là. Les aider à repartir par l'intermédiaire d'une aide au retour conséquente, de façon à ce qu'ils puissent rentrer dignement chez eux, en articulant ça avec des plans de formation professionnelle et avec un travail sur le développement de la Tunisie, je l'ai dit tout à l'heure. Ça me semble être une politique de bon sens et une politique de sécurité publique. Le mot sécurité devrait résonner à vos oreilles et normalement devrait faire écho. Merci, M. Pierre-Henri. Nous sommes avec M. Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile. Et vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM, également sur Facebook. Vous pouvez nous regarder en direct, mes chers amis, et sur Internet, ici maintenant.info. Vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabassi.com. Abbassi, A-2-B-A-S-I. Comme vous le savez bien, depuis déjà plus d'un quart de siècle, grâce à la radio Ici et Maintenant et son fondateur, Didier Deplège, vous avez la parole et vous pouvez vous exprimer en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent sur 95.2, la radio ici maintenant, iciemaintenant.com, pour nous écouter, nous regarder via Internet. Une annonce vous concernant, auditeurs, auditrices de la radio. Sachez que le lundi 20 juin sera présent dans nos locaux pour le magazine Santé et Spiritualité André Siméan, guérisseur. Ce dernier vous propose de participer notamment à un atelier-conférence. Atelier-conférence qui aura lieu toujours ce même jour, lundi 20 juin, de 20h à 22h30 dans les locaux de la radio, au 8 rue Violet, comme la couleur, dans le 15e arrondissement à Paris, métro Maude Piquet-Grenelle ou Duplex.
La thématique de cet atelier conférence, la règle des 4 pardons. Voilà donc l'occasion pour vous de comprendre certains fonctionnements de lois universelles et notamment comment ces 4 pardons peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Cela étant dit, je vous rappelle donc cet atelier conférence de 20h à 22h30, le lundi 20 juin avec André Siméon, guérisseur. Sachez que les portes ouvriront à 19h45. L'atelier conférence commence à 20h jusqu'à 22h30 et une participation de 10 € vous seront demandées qui, je le précise, reviendront à la radio. Monsieur Pierre-Henri, mon cher ami, que dites-vous sur votre proximité avec le pouvoir politique? France Terre d'Asile. Ma proximité avec le pouvoir politique Ouais. Mais je suis en proximité, j'ai envie de vous répondre par une boutade, vous allez dire que c'est de la langue de bois, mais je suis d'abord en proximité avec la République française. Je vous rappelle que le droit d'asile est dans la Constitution de la République française depuis la première Constitution. Elle l'est encore dans celle-ci à travers la reprise du protocole de la Constitution de 46. Elle est dans les conventions internationales. Le droit d'asile est consacré dans les grandes conventions internationales, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, voilà, je ne fais pas de la politique au sens politicien du terme. Je vis ma place dans la cité, et je pense que dans la cité, l'asile a une place importante, une place de choix. Monsieur Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, est-ce que vous faites des actions en dehors de la France? Eh bien, je travaille, faire des actions en dehors de la France, je travaille évidemment lorsque je le peux avec un certain nombre de gouvernements sur des situations et notamment sur des structures de développement où lorsque on me demande de participer à des travaux d'amélioration des conditions de détermination pour les procédures concernant les demandeurs d'asile. Donc je participe à travers des colloques, des actions précises avec un certain nombre de gouvernements lorsque cela m'est demandé ou avec la société civile. Mais l'action de France Terre d'Asile se situe d'abord en France et puis se déploie aussi en Europe à travers un réseau qui s'appelle le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés et qui comprend 67 organisations qui font le même travail que France Terre d'Asile. Et j'anime d'ailleurs ce réseau aussi au niveau européen. Alors, le budget de France Terre d'Asile dans les années précédentes a été affaibli ou renforcé? Écoutez, le budget de France Terre d'Asile, d'ailleurs, il suffit d'aller sur le site de France Terre d'Asile, www.france-terre-asile.org. Il y a un petit peu de publicité pour prendre connaissance du rapport d'activité. Nous prenons en charge chaque jour un peu plus de 5000 personnes. Chaque jour? Chaque jour, 5000 personnes, qu'il s'agisse... En France? Oui, d'enfants, qu'il s'agisse d'adultes, qu'il s'agisse de demandeurs d'asile. Toutes ces personnes sont en situation régulière. Et donc, chaque jour... C'est-à-dire, ils ont formulé leur demande auprès d'OFPRA, tout ça? C'est ça que vous dites? Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ils sont tous en situation régulière. Ils ont tous une autorisation de séjour. Et donc, chaque jour, près de 5000 personnes sont prises en charge, conseillées, aidées. Voilà. Comme il est normal que ce soit dans un pays démocratique. Et il y a
parce que je ne suis pas simplement le porte-parole de France Terre d'Asile, je suis aussi un chef d'entreprise sociale, chef d'une entreprise sociale, le patron d'une entreprise de 500 personnes. 500 personnes. Le budget qui provient de différentes sources, aussi bien de l'État, parce qu'il finance l'hébergement, pour un temps encore la prise en charge, l'accompagnement des personnes. Il provient aussi de la Commission européenne, de l'Union européenne, puis ça provient aussi des collectivités locales. Et ce budget est, pour l'année dernière, aux environs de 44 millions d'euros. C'est-à-dire, avant vous étiez à 30 millions, alors il est en augmentation. Oui, mais il est en augmentation, mais le nombre de personnes prises en charge est aussi en augmentation. Donc il ne faut pas regarder cela... non, je veux dire que vous êtes satisfait, c'est-à-dire ça augmente mais je suis, non, je ne au suis fur et à pas, mesure. Non, je vous n'êtes pas satisfait, non? Non, je ne suis pas Il vous en manque de l'argent. Mais je ne suis pas satisfait parce que, d'une part, je vois bien la précarité qui progresse, je vois bien les difficultés dans lesquelles se débattent un certain nombre de personnes, comme nos compatriotes, et cela ne me... Mais vous n'êtes pas président de Fondation Abbé Pierre, voilà. Vous êtes directeur général de France Terre d'Asile. Mais vous travaillez avec... Je travaille aussi. Avec la Fondation Abbé Pierre, que j'apprécie tout à fait particulièrement. C'est-à-dire, il vous aide, Fondation... Nous travaillons, nous réfléchissons ensemble, nous avons des combats communs avec CIMAD aussi, oui. Oui, bien sûr. Donc, voilà, je vous ai dit... le budget, lorsqu'il progresse, c'est un petit peu en trompe-l'œil parce que, évidemment, j'ai aussi plus de personnes qui sont prises en charge chaque année. Voilà. Et c'est la situation du secteur dans lequel nous intervenons est chaque jour un petit peu plus difficile. Il faut savoir qu'en 2011... les coupes budgétaires sont de près de 10% sur toute une série de budgets, alors que la précarité s'accroît. Surtout qu'il vous manque aussi des personnels. Actuellement, France Terre d'Asile recrute, n'est-ce pas? Vous cherchez des gens pour pouvoir vous aider. Mais je cherche des personnes pour pouvoir m'aider. Je vois très bien ce à quoi vous faites allusion. Vous regardez attentivement notre site et vous avez raison. Oui, je recrute un certain nombre de personnes en ce moment, mais parce que je travaille avec un certain nombre de collectivités territoriales, notamment dans l'amélioration de la prise en charge des mineurs isolés étrangers. C'est un secteur qui préoccupe beaucoup un certain nombre de collectivités territoriales, qui fait l'objet d'un transfert total de charges de la part de l'État, qui ne compense pas la prise en charge de cette population. Songez par exemple à Paris. L'un de vos auditeurs disait tout à l'heure oh, c'est scandaleux, le Conseil de Paris a voté une subvention de 95 000 euros pour prendre en charge un certain nombre de personnes arrivées de Tunisie et pour ne pas les laisser à la rue. Eh bien, je vais vous faire un autre aveu et il pourra réfléchir aussi sur ces chiffres. L'année dernière, il est arrivé à Paris, sur le sol de la capitale, un peu plus de 2000 personnes mineures, ayant moins de 18 ans. Au final, un peu plus de 1000 sont restés à Paris et ça a coûté aux environs de 60 millions. 60 millions. Oui, 60 millions. La prise en charge des mineurs isolés étrangers coûte 60 millions. Pendant que l'État a mis 3 millions sur la table,
La collectivité territoriale a mis 60 millions. Et alors, que voulez-vous que nous fassions? Que nous laissions ces jeunes gens et ces jeunes filles et ces jeunes gens dans les rues de Paris, sur les trottoirs, livrés aux prédateurs? C'est ça que nous voulons? Eh bien, voyez, là aussi, la collectivité territoriale a pris plus que sa part, mais du coup... c'est une politique nécessaire, c'est une politique de dignité, là où l'État laisse à l'abandon un certain nombre de prises en charge de jeunes gens qui, encore une fois, sont livrés à eux-mêmes sur le territoire national. Alors, monsieur Pierre-Henri, mon cher ami, directeur général de France Terre d'Asile, vous savez, si les frontières des pays en crise actuellement étaient libres, vous avez encore plus de travail, c'est-à-dire aujourd'hui vous dites 5 000, ça fait quoi? Ça fait 150 000 personnes par mois. Alors, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je vous ai dit, je prends 5000 personnes chaque jour. Éventuellement, il y en a parmi ces 5000 qui se renouvellent, qui ne sont pas les mêmes. Toutes n'ont pas vocation à rester évidemment éternellement avec nous, mais il ne faut pas une comptabilité. C'est pas 5000 multiplié par 365. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Ensuite, vous me parlez des frontières. Ah, les frontières. Une frontière, c'est quoi son avenir? Faut-il qu'elle soit levée ou qu'elle soit fermée? Écoutez, moi, je vis et j'ai la chance de vivre dans un espace européen de libre circulation. Eh bien, je souhaite que ce symbole de la construction européenne, ce symbole de la paix et de la liberté se poursuive. Maintenant, il y a évidemment à mettre en œuvre des régulations au niveau européen. On ne peut pas faire porter la charge de l'accueil sur les pays de première qui sont sur la ligne de front, si j'ose dire, parce qu'ils ont des frontières extérieures. Et ça, c'est la notion de solidarité à l'intérieur de l'Union. Mais ne me dites pas, surtout pas, que si on levait les frontières, il y aurait d'un seul coup un afflux. D'abord, je voudrais rassurer un certain nombre de vos auditeurs. Moi, je ne suis pas pour la liberté de circulation, ou sinon, dans un objectif très très lointain, comme un idéal, lorsque le monde sera totalement égalitaire, quand il n'y aura pas de différence de niveau de vie, d'espérance de vie. Ça, ça, on peut le souhaiter, l'imaginer dans un futur très lointain. Mais aujourd'hui, je vous le dis très nettement, je ne suis pas pour la liberté totale de circulation, je suis pour la régulation. Et donc, je suis aussi pour des politiques publiques qui n'encouragent pas la migration irrégulière. Et je vais vous donner un exemple qui, j'espère, fera aussi réfléchir vos auditeurs. Quand on parle de la Tunisie, voyez-vous, au début de la révolution de la dignité, voyant ce qui allait se produire, en nombre très mesuré, j'ai suggéré une mesure, celle d'un aménagement de la politique des visas, d'un assouplissement de la politique des visas. Pourquoi? Parce qu'un jeune Tunisien qui aujourd'hui veut venir voir à Paris si l'herbe est un peu plus verte que dans son pré, mais s'il veut venir de façon légale et pour repartir ensuite, eh bien, il faut savoir que ce jeune Tunisien doit présenter des garanties pour un mois de séjour à Paris qui sont environ équivalentes à 3 000 ou 4 000 euros. Et donc, je voudrais rappeler en même temps à vos auditeurs que le SMIC local en Tunisie est de 125 euros. 125 euros. Bien, et donc, que croyez-vous qu'il se passe? Eh bien, comme la migration légale est beaucoup trop onéreuse, à partir de ce moment-là, on se tourne vers d'autres moyens et d'autres filières qui sont des filières évidemment criminelles, fort dangereuses, et qui vous amènent en bateau à Zarzis après 18 heures de bateau de Zarzis à Lampedusa pour 1 200, 1 300 euros. Eh bien, je dis tout simplement
que si on avait assoupli la politique des visas, un certain nombre de jeunes gens seraient venus éventuellement par la voie normale et seraient repartis par la voie normale. Comme pour le part des demandeurs d'asile, là. Parce que tout simplement, vous savez, je ne connais aucune famille qui a envie que son fils ou sa fille aille tenter l'aventure de mourir en mer. Exact. Et donc, une politique des visas assouplie aurait sans doute permis à un certain nombre de gens de venir voir que la vie n'était pas rose et que ce n'était pas l'Eldorado promis et qu'aujourd'hui la vie est difficile en France et en Europe. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, M. Pierre-Henri, directeur général de France et d'Asie, puisque la plupart des gens de n'importe quel pays, ils utilisent la France comme un pont pour passer vers l'Angleterre, l'Amérique, le Canada. Il y a une très faible demandeurs d'asile et des immigrés qui vont rester définitivement en France. Et en plus, c'est pour ça l'Italie, il a fait cette politique-là de donner une autorisation de séjour à tout le monde. Pourquoi? Puisqu'il sait que ces gens-là, ils vont passer. Ils vont pas rester en Italie. Oui, mais ça, c'est la stratégie de la patate chaude. Et la stratégie de la patate chaude, c'est effectivement... Tranquillement, parce que là, qu'est-ce que tu dis, Patrick? Moi, j'aimerais bien parler, parce que là... Allez, on va vous écouter, Patrick. Oui, ça fait longtemps que tu attends. Intervenir un petit peu. Allez-y, Patrick. Oui, on vous écoute. Voilà, je voulais d'abord dire à monsieur qui parle très bien, bravo. Et je trouve qu'il répond avec beaucoup d'humour aux intervenants qui essayent de le déstabiliser. Et voilà, je trouve que moi je l'encourage. Et c'est un compliment. Maintenant, c'est pas uniquement cette émission-là de M. Abbassi, avec qui que je respecte beaucoup. Merci. Mais que M. Abbassi, il a occupé une position assez particulière à la radio ici maintenant, et que les intervenants sont souvent assez ciblés, je veux dire, pour pas dire autre chose, et que ces intervenants, je suis d'accord avec lui, se trompent de cible. La cible, c'est pas les immigrés. Voilà. Bien sûr, on grossit, on focalise là-dessus, histoire de faire passer des tas de choses, et c'est vraiment les grands groupes financiers et tout ça, et les autres, ils servent de bouc émissaire, et c'est toujours la même histoire qui recommence. Et c'est toujours pareil, moi j'ai une sœur qui est elle-même d'extrême droite, qui votera certainement Marine Le Pen, et voilà, et puis moi je discute plus avec elle, parce que ça ne sert strictement à rien. Parce qu'en fait, le fond, il n'est pas rationnel, mais complètement irrationnel. Et voilà, on cherche une solution un peu prête à penser, et on ne cherche pas à approfondir. On sait très bien qu'on ne peut rien faire contre les banques, mais on voit des immigrés, et on confond ce qu'on voit avec on n'approfondit pas les raisons profondes. Voilà, c'est la vie. Voilà, le coupable semble tout indiquer. Voilà. Merci Patrick. Voilà, monsieur. Donc je l'encourage. Merci Patrick. Bravo et merci pour son humour, ça fait plaisir. Voilà. Merci Patrick. Merci. Et c'est très intéressant l'intervention de Patrick, monsieur Pierre-Henri. Et c'est vrai, il a tout à fait raison, puisque c'est vrai, on voit pas tout l'enjeu politique qui est derrière toutes ces immigrations-là, et on voit seulement les individus. Les individus, alors imaginez-vous la guerre. Quand on déclenche des guerres pour défendre la démocratie, ou comme vous venez de dire, la révolution de la dignité, ces gens-là, des tribus. Vous savez combien de millions de dollars les Saoudiens ils ont distribué dans les tribus libyens pour ramener les gens contre Kadhafi? Moi, je ne veux pas dire que Kadhafi, c'est une dictature, sans aucun doute. On le connaît depuis déjà plusieurs années. Mais vous savez, la Libye, c'était le seul pays que tous les gens étaient propriétaires. Vous n'aviez pas de locataires. Et tous les gens, ils touchaient le salaire par mois. Alors, mais c'est vrai de l'autre côté, moi j'ai visité l'Égypte aussi, la misère qui existait là-bas, et c'était incomparable avec la vie qu'on avait en Libye. De toute façon, ça aussi, vous avez dit au départ de notre émission, M. Pierre-Henri, comme quoi il faut réfléchir sur ce sujet-là. Est-ce qu'on va donner une démocratie occidentale à tous ces pays musulmans, que l'islam, c'est le plus important chose pour ces gens-là, avant tout, et démocratie. On ne sait pas c'est quoi la démocratie. Démocratie. En Tunisie, je vais vous dire quelque chose. En Tunisie, j'y suis allé à de nombreuses reprises, je vais y retourner. Vous savez, moi, j'ai été frappé par les slogans, notamment qui réclamaient la laïcité. Cette révolution, elle s'est faite sur des bases laïques. Maintenant, il y a un débat démocratique qui va se passer.
Et on verra ce qui sortira des élections en septembre. Parce qu'ils ont repoussé. Parce que j'avais l'ancien ministre de l'Intérieur. C'était le 24 juillet. Oui, c'était... Et c'est repoussé. On verra ce qui sortira des urnes. Et je crois qu'il y a aujourd'hui 80 partis politiques qui ont demandé leur agrément. Tous ne seront peut-être pas agréés, mais il y a une forte dispersion. Et dans cette dispersion, il y a un mouvement qui risque évidemment de sortir, et qui est le mouvement Ennahda. Mais Al-Nouchi. Oui, mais qui... il était jugé comme agent de République islamique d'Iran. Il a déjà 30 ans. Oui, sauf qu'il y a aussi il ne faut pas voir simplement ces mouvements aujourd'hui comme étant monolithiques. Il peut y avoir aussi un islamisme, des partis islamistes laïques, un peu sur le mode... Ça ne peut pas exister, M. Pierre-Henri. Je vous assure, ça ne peut pas... Mais si, regardez ce qui se passe en Turquie, autour du modèle qui... C'est Atatürk qui a fondé ça. Atatürk n'était pas... Son nom n'était pas musulman. Erdogan, aujourd'hui le modèle qui est défendu par Erdogan peut trouver aussi à s'employer. Écoutez, il y a un débat démocratique qui va se dérouler de toute façon en Tunisie. Laissons aux Tunisiens qui ont la maturité nécessaire trancher ce débat, mais bien évidemment de la situation économique. Et c'est là où nous avons une responsabilité énorme, où la situation économique s'améliore. Et plus la situation économique s'améliorera, et moins les extrémistes l'emporteront. Et donc c'est bien là où nous avons une responsabilité tout à fait particulière. Nous autres, Européens, Occidentaux, c'est aussi à nous de bien comprendre cet enjeu-là. Pendant 40 ans, nous avons soutenu les dictatures parce que, en réalité, on disait, si jamais ces dictatures sautent, ou plus exactement, ces dictatures, on le disait autrement, ces dictatures sont le dernier rempart contre l'islamisme. Eh bien, c'est comme ça qu'on a maintenu aussi des populations en les assignant à résidence. Aujourd'hui, la population a repris son destin en main. Faisons-lui confiance, mais faisons-lui confiance en l'aidant véritablement et en investissant. Et de ce point de vue, le résultat du G8, moi, m'a beaucoup déçu parce qu'il y a beaucoup de promesses. Il y a un certain nombre de promesses de prêts, avec des taux d'intérêt tout de même relativement élevés. Et pendant ce temps-là, eh bien, la Tunisie se débat avec ses difficultés. Il y a là véritablement un enjeu et de plus une responsabilité particulière de l'Europe. J'insiste sur ce point. Responsabilité particulière de l'Europe et de la France, parce que je rappelle aussi que la Tunisie est un pays francophile. En plus, c'est différent. Et le mois de mai, M. Ahmed Bennour, l'ancien ministre de l'Intérieur de la Tunisie et patron de service de renseignement à l'époque de Bourguiba, était mon invité. Il venait d'arriver de la Tunisie. Il a dit la même chose, comme quoi il y a environ plus de 70 partis politiques. Et il était optimiste selon l'histoire d'un parti politique islamique, mais laïque. Mais moi, je vais vous dire, Monsieur Pierre-Henri, je vais vous dire à tout le monde qui nous écoute, comme un historien et comme un islamologue laïque, un islamologue qui a une vision laïque et critique sur l'islam, je vais vous dire, islam laïque, ça veut dire le feu avec de l'eau, on ne peut pas le réunir. C'est très très dangereux et vous allez le voir, nous sommes là, vous êtes là, vous allez voir, c'est l'islam la Tunisie, c'est vrai, c'est différent, grâce à Habib Bourguiba, grâce à beaucoup d'autres choses. La Turquie, c'est différent, mais vous allez voir dans les autres pays, Monsieur Pierre-Henri, même la Tunisie, comme vous venez de dire, si on laisse passer, vous allez voir que c'est le hijab, c'est burqa, c'est l'interdiction, c'est anti-occident, et c'est l'islam qui va prendre le pouvoir, même avec le nom de la laïcité. Vous dressez un tableau qui est apocalyptique de la Tunisie. Je ne vous suis pas. Non, je ne dis pas la Tunisie. Hein.
Je ne vous suis Le contraire, j'ai dit que la Tunisie, c'était plus laïque par rapport aux autres pays arabo-musulmans. Non, j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, je parle de la totalité des pays qu'actuellement nous sommes en train de voir, soi-disant, le printemps arabe, vous voyez? Nous verrons. Moi, j'ai une grande confiance par nature, je dirais, sans être naïf, évidemment, dans l'imagination populaire. Je crois que le monde est aujourd'hui très petit et que les peuples partout dans le monde aspirent aussi à leur dignité et à leur liberté. Monsieur Pierre-Henri, merci d'être mon invité ce soir. Merci. Je vous remercie beaucoup avec toute l'occupation que vous avez eue. Vous m'avez dit 1 heure, vous avez resté 2 heures. Je vous embrasse. Merci. Je vous dis à très très bientôt. Merci pour tout ce que vous faites. Au revoir. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin.
mes chers amis, nous sommes avec Monsieur Pierre-Henry, directeur général de France Terre d'Asile. Monsieur Pierre-Henry, je crois que vous êtes d'accord de prendre quelques appels, puisque dès qu'on a libéré les lignes, beaucoup d'appels. Alors, ça va? Ça vous convient? Bien sûr. Marc, bonsoir Marc. Nous avons Marc, Nathalie avec nous aussi, mais on va prendre Marc. Je suis d'accord sur rien avec ce que dit Monsieur Pierre-Henry. Là, il parle de diverses choses d'une façon... il s'écoute parler, mais cela n'est pas la question. Il a parlé de connivence avec les régimes autoritaires d'Afrique. Ce n'est pas de la connivence, simplement nos gouvernements, comme c'est toujours le cas, négocient et travaillent avec les gouvernements en place. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est du réalisme. Autre chose, c'est faux de présenter ces révolutions arabes comme une révolution de la liberté. Ce sont d'abord des révolutions de la misère. Le Tunisien qui s'est immolé et qui a été au départ de ce changement, c'est parce qu'il avait 5 frères et sœurs, plus sa mère à sa charge. Et